Tokyo est depuis plus de 60 ans la plus grande ville du monde. Elle est aujourd'hui le cœur d'une gigantesque agglomération de plus de 36 millions d'habitants, maintes fois promise à l'asphyxie et pourtant toujours en essor. Résolument avant-gardiste et globale, la capitale du Japon incarne pour certains une projection futuriste de l'avenir de nos sociétés urbaines et technologiques. Pourtant, il y a seulement 150 ans, Tokyo était encore Edo. Une cité aux constructions de bois d'1 million d'habitants, siège du pouvoir féodal du Japon des samouraïs. L'essor spectaculaire de la ville a accompagné l'émergence du Japon moderne. Mais elle semble n'avoir gardé aucun souvenir de son histoire. Deux fois détruite au cours du XXe siècle, elle s'est chaque fois entièrement réinventée et n'a préservé que de très rares témoignages du chemin parcouru. Seules la photographie et le cinéma, apparus au moment de sa naissance, ont été en mesure de conserver une trace des étapes clés de cette métamorphose. Des documents exceptionnels, œuvres de professionnels comme d'amateurs, ont été retrouvés et pour la première fois restaurés et colorisés. Ils permettent aujourd'hui de reconstituer l'histoire chaotique du développement de Tokyo et des violents bouleversements qu'il a entraînés dans la vie de ses habitants. Les rares photographies qui témoignent de l'époque où Edo est devenu Tokyo sont l'œuvre des premiers visiteurs occidentaux qui ont découvert le pays à ce moment clé de son histoire. Depuis plus de 2 siècles, le Japon d'Edo se développait dans un isolement volontaire, limitant ses contacts à la Chine et à la Hollande. Son régime politique était féodal, mais dans bien des domaines, sa situation était déjà pré-industrielle. Soudain, au milieu du XIXe siècle, les grands empires coloniaux contraignent par la force le pays à ouvrir ses ports au commerce et aux échanges internationaux. Rassemblée autour du jeune empereur Meiji, la nouvelle élite militaire du pays décide alors que pour préserver son indépendance, le Japon doit s'inspirer des modèles des grandes nations occidentales afin d'accélérer l'acquisition de cette modernité qui leur permet de dominer le monde. En 1868, l'empereur quitte Kyoto pour venir s'installer à Edo, qui prend le nom de Tokyo, la capitale de l'Est. Sa mission sera d'être à la fois le moteur et la vitrine du développement d'un Japon moderne, capable de se confronter d'égal à égal avec les grandes nations occidentales. « 30 ans plus tard, ce sont encore des visiteurs occidentaux qui réalisent les premières vues filmées de Tokyo. Celles-ci datent de 1898 et on les doit aux opérateurs des films Lumière. Les samouraïs qui inquiétaient les premiers visiteurs d'Edo ne se promènent plus dans les rues de la capitale armés de leurs 2 sabres. Ce privilège leur a été retiré. Le principal moyen de transport, ce sont les pousse-pousse.
Ils ont été inventés au Japon 3 décennies plus tôt et le développement des ponts et des routes, un des premiers signes de la modernisation du pays, a contribué à leur essor. Les premiers véhicules venus d'Occident ont fait leur apparition dans les rues. Ce sont des tramways. Mais ils sont encore tractés par des chevaux et ne seront électrifiés que quelques années plus tard. Les constructions traditionnelles en bois, typiques de l'époque d'Edo, bordent encore les rives des nombreux cours d'eau qui sillonnent la ville. Ces jetées sont celles du marché aux poissons de Tokyo, le ventre de la capitale. Le pont en bois qui les surplombe à l'arrière-plan est le pont Nihonbashi, ou pont du Japon. Il marquait l'entrée principale de la ville, et son centre est encore aujourd'hui le kilomètre zéro de toutes les routes du pays. « 40 ans se sont écoulés depuis que le Japon a pris la décision d'accélérer son entrée dans le monde moderne. Mais les effets semblent encore discrets sur ces images. Sans doute est-ce toujours l'exotisme d'Edo qui fascine les opérateurs occidentaux qui tournent ces images. Car en réalité, beaucoup de choses ont déjà changé. Le slogan officiel qui domine cette époque est « Fukoku Kyohei », un pays riche, une armée forte. En s'ouvrant aux techniques occidentales, le Japon s'est lancé dans le développement de son industrie et la modernisation de son armée sous la houlette de conseillers français, anglais, prussiens et américains. Et comme ces modèles, il s'est engagé dans une politique d'expansion coloniale. En 1895, une victoire éclatante contre la Chine l'installe comme la nouvelle grande puissance militaire d'Asie orientale. Le Japon prend possession de l'île de Formose, actuelle Taïwan. Il est lié par un traité militaire avec la Corée, mais la Russie intervient pour qu'il renonce à occuper la presqu'île de Liaodong au sud de la Mandchourie, qu'elle-même convoite. Dans la décennie qui suit, le pays double ses effectifs militaires et accélère le développement de sa flotte. En février 1904, c'est à l'Empire russe qu'il déclare la guerre. Au terme de plus d'une année de combats particulièrement meurtriers, à la surprise générale, il remporte la victoire. C'est la première guerre perdue par un empire européen face à un pays d'Asie. L'Empire du Japon établit un protectorat en Corée et réaffirme son emprise sur la presqu'île de Liaodong et la moitié de l'île de Sakhaline. En 1914, allié du Royaume-Uni, il s'empare sans difficulté des possessions allemandes de Chine et du Pacifique, et en 1919, il siège à la table des négociations comme l'un des 5 grands vainqueurs. Il est le seul non-occidental. Une véritable révolution que certains en Europe ont du mal à accepter. Un document récemment découvert révèle à quel point cette ambition s'exprime aussi désormais par de spectaculaires transformations du cœur même de Tokyo. Ce film date de 1917, et cette fois, il reflète l'image que les Japonais souhaitent donner de leur capitale. Ginza-dori est la première avenue de la ville à avoir adopté un style de construction à l'occidental. Elle va jouer un rôle central dans la diffusion des cultures étrangères dans le pays et s'installer durablement comme la vitrine internationale du luxe tokyoïte. Dans tous les quartiers du centre, on croise les trams oranges, désormais électrifiés, qui sont devenus le moyen de transport principal de la ville. Et de nouveaux ponts à la structure métallique inspirés de modèles européens enjambent le fleuve Sumida, témoin de l'essor que connaissent les aciéries japonaises. Le marché aux poissons est méconnaissable. Les quais et les jetées ont été agrandis
et des entrepôts de 2 étages aux murs blancs sont apparus sur les rives. Juste au-dessus, Nihonbashi, le vieux pont de bois de l'époque d'Edo, a été remplacé par un ouvrage en pierre de style Renaissance qui ne dépareillerait pas dans une capitale européenne. Ce gigantesque effort de modernisation touche également les quartiers où se concentrent déjà les sièges des grandes entreprises en plein développement. À Marunouchi, aujourd'hui le cœur de la finance japonaise, on voit fleurir les constructions en briques rouges qui lui valent alors le surnom de Petit Londres. La plus emblématique est la célèbre gare de Tokyo, qui vient juste d'être achevée en 1914. Le développement du chemin de fer avec l'aide d'ingénieurs britanniques est au centre de l'effort de modernisation du pays et plus de 8000 km de lignes sont déjà en service. Devant cette autre gare s'est développé un des carrefours les plus animés de la capitale. Le trafic y était tel qu'on utilisait déjà des signaux de circulation rouge et vert. Cette grande statue de bronze, érigée grâce à des dons publics, représente les officiers de marine Takeo Hirose et Magoshishi Sugino, héros de la guerre contre l'Empire russe. Sa popularité révèle la fierté des Tokyoïtes devant la nouvelle puissance militaire du Japon. Dans le parc Ueno, une autre statue très appréciée des habitants montre à quel point l'élan vers la modernité s'accompagne d'un fort attachement aux valeurs traditionnelles. Takamori Saigo, fervent partisan de l'empereur Meiji, est entré en rébellion contre le régime lorsque celui-ci a décidé de supprimer les droits des samouraïs. Mais ces quartiers vitrines du centre-ville ne sont pas les seuls à montrer des signes de bouleversement très rapides. Le Tokyo populaire change lui aussi. Asakusa était un quartier commerçant déjà florissant à l'époque d'Edo. La rénovation en cours y a créé une nouvelle rue, Asakusa Roku, la rue des théâtres. Elle draine instantanément les foules. C'est le Broadway de la ville. Le premier cinéma permanent de Tokyo y a ouvert en 1903. On y trouve aussi des conteurs, des jongleurs, des danseuses et des magiciens. Au bout de cette rue se dresse depuis 1890 le symbole de ce nouveau Tokyo qui s'ouvre à l'Occident, la tour Ryunkaku, pavillon surpassant les nuages. Conçue par un ingénieur écossais, cette tour est alors le plus haut bâtiment de la capitale et elle est très vite devenue l'attraction la plus populaire de Tokyo. Ses 6 premiers étages abritaient des magasins d'objets venus du monde entier et ses terrasses panoramiques offraient une vue imprenable sur la ville. Les films du début des années 20 montrent que les effets de l'ouverture commencent à modifier le quotidien des habitants. Tout le système éducatif a été réorganisé et la modernisation en cours rime clairement avec occidentalisation. Dans le quartier de Kagurazaka, qui abrite les maisons de geisha, des enseignes en anglais fleurissent à la devanture des coiffeurs. Des distributeurs automatiques de boissons au goût de fruits ont fait leur apparition dans les rues. Et le golf est désormais le sport à la mode que l'on peut pratiquer à Shinjuku, à l'ouest de la ville. Les premières vues aériennes de Tokyo ont été tournées en 1923.
À peine 55 ans après la fin de l'ère d'Edo, la ville s'est transformée en une grande métropole moderne et elle est passée de 1 à 2,2 millions d'habitants. Elle n'a pas encore rattrapé les grandes capitales occidentales de son époque. Londres domine le monde et compte alors 7,5 millions d'habitants. New York en plein essor, 5,5 millions. Et Paris, 3 millions. Mais Tokyo se rapproche à grands pas de ces modèles lorsqu'un événement terrible va mettre un coup d'arrêt brutal à son développement. Le 1er septembre 1923, une catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle frappe de plein fouet la région de Tokyo, le grand séisme du Kanto. Il est 11h58 lorsqu'une première secousse de magnitude 7,9 provoque l'effondrement de nombreuses constructions en centre-ville et fait une première vague de victimes. Elle est suivie quelques minutes plus tard d'une deuxième, puis d'une troisième, qui achève de déclencher le chaos. Dans les maisons en bois de la ville basse, les foyers allumés pour la préparation du repas de midi déclenchent en moins d'une demi-heure plus de 130 incendies, rapidement attisés par les vents violents d'un typhon qui passe au même moment sur la ville. La moitié de Tokyo est en feu. Pour les habitants prisonniers de la fournaise, l'horreur est à son comble. En un clin d'œil, le ciel a disparu derrière les flammes. Les objets et les kimonos des gens prenaient feu. Les cris des gens piétinés par la vague humaine qui cherchaient à s'enfuir emplissaient l'air. C'était vraiment l'enfer sur Terre. Quelques heures après la première secousse, la panique est totale. Des centaines de milliers d'habitants tentent par tous les moyens de fuir la capitale. Tous les accès à l'eau sont détruits et il faudra 2 jours entiers pour maîtriser les incendies. Les Tokyoïtes impuissants assistent à la destruction de la quasi-totalité du centre historique de leur ville. Les témoignages des 3 derniers siècles de leur histoire partent en fumée. Le bilan est terrible. En 3 jours et 2 nuits, la catastrophe fait plus de 105 000 victimes, dont la plupart ont péri par le feu. Pratiquement tous les bâtiments qui symbolisaient les forts engagés depuis 50 ans ont disparu. Le théâtre impérial, premier théâtre à l'occidental du Japon, a été entièrement détruit par l'incendie. Ginza, la vitrine de la modernisation du pays, n'est plus que décombres. La gare en briques rouges du carrefour Sudacho s'est effondrée. Les flammes ont dévoré les environs du pont Nihonbashi, réduisant à néant le nouveau marché aux poissons. L'histoire du Japon a été régulièrement marquée par des catastrophes qui ont profondément inscrit dans l'esprit des Japonais le sentiment de l'impermanence des choses et de la faiblesse humaine devant les forces naturelles. Cependant, le grand séisme du Kanto reste un profond traumatisme. Et Tokyo vit toujours dans la crainte
scientifiquement plausible, du grand tremblement de terre qui pourrait de nouveau provoquer sa destruction. En 1923, presque la moitié des habitations de la préfecture ont disparu. Sur les 2,2 millions d'habitants que comptait la capitale, 1 500 000 se sont retrouvés sans abri. Le parc Ueno devient le plus gigantesque camp de réfugiés de la ville. 500 000 personnes s'y entassent dans le dénuement le plus complet. Collées à la statue de Saigo, ces affichettes portent les messages laissés par ceux qui cherchent à savoir si leurs proches sont encore vivants. Le calme et l'organisation avec lesquels les Tokyoïtes font face à cette situation apocalyptique ont frappé l'ambassadeur de France au Japon, Paul Claudel. Pendant les jours où j'ai vécu dans l'immense bivouac des rescapés, je n'ai pas entendu une plainte. Il ne faut pas gêner ou incommoder les voisins par des mouvements brusques, par des éclats de sentiments blessants. Il faut tous rester bien tranquilles, ensemble, dans le même petit bateau. L'apparent sang-froid dont font preuve les Japonais face aux épreuves est en effet impressionnant. Leur réaction face au séisme qui a entraîné la catastrophe de Fukushima en a donné l'exemple le plus récent. Cependant, ces images ne doivent pas faire oublier un autre phénomène. Au cours de la semaine qui a suivi le séisme, de fausses rumeurs relayées par la presse ont accusé les travailleurs coréens présents à Tokyo d'alimenter les incendies pour se livrer au pillage. Des milices improvisées se sont alors lancées dans une véritable chasse à l'homme, et des milliers de personnes ont été tuées. Une dizaine de jours et la présence de près d'un quart des effectifs militaires du pays seront nécessaires pour rétablir l'ordre dans Tokyo et Yokohama dévastés. Hirohito, alors régent du fait de la maladie de son père, l'empereur Taisho, vient inspecter les lieux du désastre. Faire revivre Tokyo va demander un effort colossal. Mais le futur empereur refuse la suggestion de déplacer sa capitale. La supervision de la reconstruction est confiée à l'ancien maire Goto Shinpei, nommé ministre de l'Intérieur, qui envisage d'ambitieux projets pour la ville. Pour Tokyo, c'est un nouveau départ, encore plus brutal que celui qui, 50 ans plus tôt, a lancé le Japon des samouraïs dans la course à la modernité. Les Tokyoïtes manquent de tout. D'eau, de nourriture, de vêtements, d'abris et de latrines. La catastrophe a provoqué la destruction de pratiquement toutes les infrastructures. L'armée est mise à contribution pour construire en urgence des baraquements provisoires, rétablir des moyens de transport et déblayer les décombres des constructions en ruine. Mais le plus gros de l'effort, c'est la population de Tokyo qui le fournit. Plus de 500 000 personnes retournent simplement sur l'emplacement de leur foyer pour y reconstruire eux-mêmes des abris de fortune, avant de rebâtir leur maison, bien souvent à l'identique. Une chanson qui exalte cet état d'esprit va devenir un énorme succès.
ちまち並んだバラックに夜は寝ながらお月様眺めてえぞえぞ手と復興えぞえぞ。Tokyo ressemble alors à un gigantesque bidonville. Mais ce que montrent les images, c'est avant tout le pragmatisme et l'extraordinaire résilience des habitants. Quant au sourire qu'ils affichent, un autre diplomate français précisait à leur sujet. Un Japonais peut sourire même en annonçant la mort d'un être cher. C'est une façon à lui de proclamer son malheur inévitable et d'empêcher ses amis d'éprouver un trop vif chagrin. Ainsi, il y a de la résignation, quelquefois de l'héroïsme dans certains sourires. Le décès de l'empereur Taisho marque la fin d'une ère pour le Japon. À Tokyo, sur les 2 kilomètres du parcours du cortège funéraire, des centaines de milliers de personnes venues des 4 coins du pays se pressent en silence. Mais cet événement est aussi l'occasion de réaffirmer symboliquement la détermination du Japon à poursuivre, malgré l'épreuve, dans la voie qu'il s'est fixée. La grandeur, la dignité de ces longues funérailles ont frappé tous les étrangers. Mais tous ont été également surpris de l'utilisation des inventions les plus récentes dans cette cérémonie réglée par l'essence même des traditions japonaises. Lanternes en papier éclairées à l'électricité, torchères alimentées par le gaz et bien d'autres détails qui révélaient une adaptation complète au progrès, sans rupture convulsive avec le passé. Il semble à beaucoup que tradition et progrès demeurent inconciliables. Le Japon ne pense pas ainsi, et c'est peut-être le secret de sa force. Une nouvelle ère commence pour le Japon avec l'accession au trône du fils de l'empereur Taisho, Hirohito. Premier prince japonais à avoir effectué un voyage de 6 mois en Europe, il est déjà depuis 7 ans régent d'un empire qui est désormais la 3e puissance navale du monde et un des 4 membres permanents de la Société des Nations. Mais qui peine toujours à voir sa place reconnue par les puissances occidentales. S'étant seulement après le grand séisme du Kanto, la reconstruction, menée en grande partie grâce au développement du crédit, est déjà achevée, et de nouvelles avenues adaptées à la circulation automobile sillonnent la capitale. Ce nouveau Tokyo affirme avec emphase son statut de grande cité moderne du XXe siècle, et son paysage urbain ressemble de plus en plus à celui de ses modèles occidentaux. Un certain nombre de constructions emblématiques de la ville, encore visibles aujourd'hui, sont apparues. En particulier les ponts reconstruits sur la portion du fleuve Sumida, ravagée par le séisme. Le pont Eitai, reconstruit en acier en 1926. Le pont Kiyosu, construit en 1928 sur le modèle d'un pont de Cologne. Le marché de Nihonbashi, détruit par l'incendie, a été réinstallé à Tsukiji, où il va se développer pour devenir le plus grand marché aux poissons du monde. La gare en briques rouges de Tokyo, miraculeusement préservée, a été restaurée. Et le théâtre Kabukiza a été reconstruit en béton armé tout en conservant son apparence traditionnelle. Il est encore aujourd'hui le plus célèbre théâtre de kabuki de Tokyo.
En 1925, New York est devenue la plus grande ville du monde, et c'est le modèle américain qui semble désormais prépondérant à Tokyo. Cette longue queue patiente devant le tout nouvellement construit Jingu Stadium, un des deux plus anciens stades de baseball du Japon. Car le baseball, importé des États-Unis, est devenu et demeure encore aujourd'hui un passe-temps national. La pratique des sports est encouragée par la création de nombreuses installations. Et en 1932, Tokyo lance sa première candidature pour accueillir les Jeux Olympiques. Ginza reconstruit a repris son rôle de vitrine de la modernisation de la ville. Au cinéma, Louise Brooks ou Joan Crawford incarnent une nouvelle image de femme moderne, libérée et provocante. Certaines Tokyoïtes rejettent le kimono traditionnel pour se conformer à ce nouveau modèle. Elles sont alors surnommées Moga, abréviation phonétique de Modern Girl. Le style et les modes prennent une importance croissante. Mais dans le même temps, un courant militariste se développe au sein de la société japonaise, nourri comme en Europe par les difficultés nées de la crise économique déclenchée en 1929 aux États-Unis. De jeunes officiers s'opposent de plus en plus ouvertement aux parlementaires qu'ils accusent de corruption. Ils poussent au développement d'une politique de conquête coloniale pour surmonter les effets de la crise. L'étrange drapeau jaune que brandit cette foule d'enfants et d'étudiants est celui d'un nouvel État qui vient juste d'être créé en application de cette politique. Un an auparavant, les officiers de l'armée stationnés au sud de la Mandchourie depuis la guerre avec l'Empire russe ont mis en scène un faux attentat et déclenché sur ce prétexte une invasion éclair. Trois provinces chinoises sont tombées entre leurs mains, pratiquement sans résistance. Ce territoire a été proclamé indépendant sous le nom de Manchukuo, grand État mandchou, et les Japonais ont installé à sa tête un empereur de circonstance. La majorité des pays ne reconnaissent pas cet État fantoche. La Société des Nations déclare qu'il fait toujours partie de la Chine et le Japon décide de se retirer de cette organisation en 1933. En revanche, le Manchukuo est reconnu en 1936 par l'Italie fasciste de Mussolini. À Tokyo, les habitants ne semblent pas avoir conscience de la gravité du virage que le pays est en train d'opérer. En 1936, un jeune étudiant moderne a tourné toute une série de films sur le sujet qui visiblement le fascinait, la revue Takarazuka. Cette compagnie de théâtre, composée exclusivement de femmes célibataires, a été créée en 1914. Elle est devenue une véritable institution. En 1936, le spectacle qu'elle présente s'inspire des revues françaises. Comme ses modèles européens, à la même époque, elle distrait les spectateurs japonais confrontés à la crise et à la montée du militarisme en exaltant la légèreté et le glamour de la culture occidentale moderne. Mais la même année, Tokyo est le théâtre d'un événement qui va marquer les esprits au Japon. L'incident du 26 février. De jeunes officiers radicaux investissent le quartier des ministères au centre de Tokyo et assassinent plusieurs hommes politiques de premier plan. Le but revendiqué de cette tentative de coup d'État est de restaurer la toute-puissance impériale. Mais l'empereur lui-même ordonne la répression de cette rébellion. 2 officiers se suicident, 17 hommes seront condamnés à mort et 70 emprisonnés. À Ginza, les néons qui illuminent la nuit tokyoïte continuent d'afficher l'élan du pays vers la modernité, alors que le Japon bascule dans le totalitarisme.
L'influence grandissante des militaires pousse à une guerre de conquête de la Chine. Et l'animosité vis-à-vis des Chinois est entretenue par la propagande gouvernementale. Ce film a été tourné en 1937 dans un jardin d'enfants à Tokyo. Avec leur masque à gaz en papier, ils miment une attaque des forces japonaises sur un bâtiment qui évoque Nankin, la capitale de la Chine. La composante militariste de la société japonaise a désormais clairement pris le dessus. En Chine, les incidents se multiplient et vont aboutir au déclenchement d'un nouveau conflit sino-japonais. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis s'inquiètent de ces évolutions. D'autres, en revanche, y voient l'émergence d'un nouvel interlocuteur privilégié. Ce film intitulé « Le nouveau visage du Japon » met en évidence pour un public allemand les bases sur lesquelles un nouveau rapprochement pourrait s'opérer. Sous prétexte de découverte du pays et de sa culture, il souligne le mélange de valeurs traditionnelles et de modernité qui font du Japon un allié de choix pour l'Allemagne nazie. Japan erzieht auch seine Frauen im heroischen Geist zu einer nach außen nicht sichtbaren inneren Kraft. Es ist der Lebenssinn der Japanerin, Söhne zu gebären, die bereit sind, sich für das Vaterland zu opfern. Alle diese Strömungen sind auf das gleiche Ziel gerichtet. Stärkung und inneres Erleben des wahrhaft japanischen Geistes im Sinne des Dichters Harada. Ich gebe mich auf, vergesse mein Selbst, alles fürs Vaterland, dem ich mein Dasein verdanke. Aus inneren Kräften ist das japanische Volk imstande, Spannungen zu ertragen, an denen manch anderes zerbrach. Die Entwicklung des ursprünglich reinen Agrarlandes Japan zum Industriestaat hat natürlich auch früher unbekannte soziale Probleme mit sich gebracht. Aber die fanatische Hingabe jedes Staatsbürgers an Kaiser und Reich hat den Ausbruch sozialer Konflikte vermieden. Dans ce film, l'Allemagne nazie encourage sans retenue les ambitions expansionnistes du Japon. Diese kleinen Felseninseln bieten ihrem Volk längst nicht mehr Raum genug. Japan muss sich ausbreiten. L'année où il sera projeté pour la première fois, l'Allemagne reconnaîtra l'État du Manchukuo et cessera sa coopération avec la Chine. De Tokyo, c'est par trains entiers que les soldats partent sur le front chinois sous les acclamations des habitants. Début août, l'armée japonaise prend Pékin et Tianjin. En novembre, Shanghai tombe après 3 mois de bombardements meurtriers. Puis en décembre, Nankin, où l'armée japonaise va perpétrer un des plus terribles massacres de l'histoire moderne. Mais très rapidement, le conflit s'enlise. Malgré sa supériorité militaire, l'armée japonaise s'avère incapable de contrôler les immenses territoires conquis. Et les cendres des premiers soldats japonais morts sur le sol chinois commencent à revenir à Tokyo. Sur les trottoirs de Ginza, ces femmes demandent à chaque passante de rajouter un point à ses ceintures porte-bonheur. Elles les ont confectionnées pour le départ pour le front de leur mari, de leur fils ou de leur frère. Cette tradition date de la première guerre sino-japonaise. L'année suivante, la loi de mobilisation nationale est promulguée et chaque geste de la vie quotidienne des Tokyoïtes
devient une extension de l'effort de guerre, comme en témoigne ce film de propagande. Cette année-là, les habitants de Tokyo forment de gigantesques queues pour déposer des métaux afin de participer à la victoire du Japon et à la prospérité qui s'ensuivra. Mais les cérémonies organisées pour accompagner les départs des soldats deviennent de plus en plus fréquentes. Les femmes portent désormais des pardessus unis pour masquer les couleurs de leur kimono. Une nouvelle loi de défense aérienne impose des restrictions sur l'éclairage et les néons de Ginza vont s'éteindre un par un. Quelques années plus tard, l'écrivain Kafu Nagai notera dans son journal ses réflexions sur la façon dont l'ensemble de la population japonaise avait été entraînée dans cette folie guerrière. La répugnance des gens ordinaires à entrer en désaccord avec des ordres du gouvernement est le produit de la peur. Ils se souviennent du sort réservé aux rebelles de l'incident du 26 février et ils ont peur. Les Japonais n'ont pas d'idéaux. Ils suivent juste celui qui est le plus fort et se concentrent sur la survie jour après jour sans se poser de questions. La guerre va finalement priver les Tokyoïtes de l'événement qui devait symboliser la réussite de leur modernisation aux yeux du monde. Les trams peints en bleu en l'honneur de l'organisation des Jeux Olympiques de l'été 1940 s'arrêtent pour laisser passer un flot de soldats. Les moyens prévus seront reportés sur l'effort de guerre en Chine. En 1940, en lieu et place des Jeux Olympiques, c'est une gigantesque parade militaire qui est présentée au public de Tokyo, officiellement pour fêter le 2600e anniversaire de la fondation du Japon. Une nouvelle image symbolique s'impose dans le quotidien japonais. L'empereur en chef de guerre, monté sur son étalon blanc. La propagande commence à prôner la supériorité de la race japonaise et son droit à conquérir l'Asie. La même année, le Japon signe l'accord tripartite avec les puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie et l'Italie mussolinienne. De fin 1940 à juillet 1941, pour tenter de couper les ravitaillements chinois, les troupes japonaises occupent progressivement l'Indochine française. Le président américain Roosevelt exige le retrait du Japon et décrète un embargo total sur le pétrole, vital pour le pays qui n'en possède pas. En novembre, l'état-major japonais intensifie la répression en Chine pour s'emparer de ses ressources. En tout, ce conflit sino-japonais fera entre 8 et 20 millions de victimes chinoises. Au matin du 8 décembre 1941, la population de Tokyo découvre par la radio la réponse du quartier général impérial à l'embargo américain. L'aviation de la marine impériale japonaise a attaqué par surprise la base américaine de Pearl Harbor, dans le Pacifique, et précipite l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. En moins de 24 heures, le Japon attaque aussi les États-Unis aux Philippines et ouvre les hostilités avec le Royaume-Uni en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie. Cette décision va faire basculer le quotidien des Tokyoïtes dans 4 années de guerre totale.
Les participants à cet exercice d'alerte filmée à Nihonbashi sont tous des habitants du quartier. La doctrine japonaise de défense anti-aérienne rendait obligatoire la participation de la population à la lutte contre les incendies. Une attaque chimique est également envisagée, et les habitants répètent le rôle qu'ils auraient à jouer dans une telle éventualité. Des abris anti-aériens ont été creusés dans les trottoirs de Ginza, qu'arpentaient quelques années auparavant les Japonaises modernes. En à peine 6 mois, la supériorité de la puissance militaire américaine est devenue évidente. Mais les habitants de la capitale sont maintenus dans l'ignorance des réalités de la situation. Alors même qu'à Tokyo, le soutien populaire est entretenu par des cérémonies patriotiques comme ce défilé des étudiants de la marine devant la statue de Takeo Hirose, le pays subit une série de défaites cuisantes dans les îles du Pacifique. Cette autre cérémonie se tient dans le parc Ueno, au pied du monument de Takamori Saigo. Elle accompagne la mobilisation des réservistes de la marine et célèbre le départ pour le front de ces étudiants militaires. Mais désormais, sous le discours martial, c'est l'angoisse qui se lit sur les visages. À Tokyo, les lycéennes sont elles aussi réquisitionnées pour contribuer à l'effort de guerre comme le montre ce film de propagande. Au travail, elles portent toutes des tenues identiques. Chercher à se distinguer par un style personnel est devenu totalement inimaginable. Les pertes au combat sont telles que c'est désormais toute la jeunesse du pays qui part de Tokyo vers le front. Ce film d'octobre 1943 est intitulé « Mobilisation étudiante ». Au stade national, construit juste après le grand tremblement de terre du Kanto, se tient une cérémonie qui est restée gravée dans la mémoire des Tokyoïtes. Il n'y avait aucune couleur. Au-dessus d'eux, le ciel sombre et pluvieux. Sous leurs pieds, le sol détrempé. Nous pleurions en courant le long de ces colonnes d'hommes en marche pour la guerre. Nous étions trempés par la pluie, mais nous ne ressentions pas le froid. Nous brûlions d'une émotion toute juvénile. Ce jour-là, ceux qui partaient comme ceux qui restaient étaient dévorés par le même sentiment. Le sentiment que c'était vraiment la fin. La certitude qu'aucun de ces étudiants ne reviendrait et que nous, qui restions, allions mourir également. Les Américains ont repris une à une les îles du Pacifique.
Leurs bombardiers sont désormais stationnés à portée du Japon. Les raids aériens sur Tokyo deviennent une réalité. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, la ville va connaître un des moments les plus terribles de son histoire. Les premières forteresses volantes ont marqué par les flammes le centre de la zone à détruire. Les suivantes en délimitèrent le contour et le quadrillèrent de feu pour enfermer les habitants, puis ce fut l'arrosage à volonté. Sous les ailes des terrifiants oiseaux tombaient des milliers de cylindres de métal qui déversaient sur la ville une rosée incendiaire, première version du napalm. Koyo Ishikawa, rescapé du bombardement et auteur de ces images exceptionnelles, témoigne. J'ai vu de nombreuses victimes mourir devant mes yeux sans avoir eu même le temps de crier. Et il n'y avait rien que je puisse faire. Partout des corps calcinés étaient empilés dans les rues. Ce bombardement est alors le plus meurtrier de toute la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la population civile de Tokyo qui va payer le plus lourd tribut. En quelques heures, 334 B-29 ont largué 1700 tonnes de bombes incendiaires, détruisant totalement plus de la moitié du Tokyo historique et tuant en une nuit plus de 100 000 personnes. Une grande partie d'entre elles étaient des citoyens qui ne s'étaient pas enfuis pour accomplir leur devoir de pompiers. Pour la seconde fois, à peine 22 ans après sa première destruction, le cœur de Tokyo est de nouveau réduit en cendres et sa population anéantie. Les bombardements sur la capitale vont se poursuivre presque jusqu'à la fin de la guerre, faisant en tout plus de 115 000 victimes, sans pour autant entraîner la capitulation du Japon. Certains dirigeants militaires envisagent la perspective d'une grande bataille finale meurtrière pour les Américains, qui se déroulerait sur le sol japonais. Un document produit alors par l'état-major stipule que le peuple japonais se battra jusqu'au dernier homme plutôt que de se rendre. Le 6 août 1945, les Américains larguent la bombe atomique sur Hiroshima. À l'aube du 9 août, l'invasion de la Mandchourie par les Soviétiques débute. Le même jour, une seconde bombe atomique est larguée sur Nagasaki. Le 15 août 1945, dans toutes les rues de la capitale, au milieu des décombres, on écoute à la radio l'annonce faite par l'empereur de la capitulation du Japon. Un cycle terrible s'achève pour Tokyo. Et pour ses habitants, les sentiments qui dominent sont d'abord l'humiliation et le découragement. Une fois de plus, tout est à reconstruire. Et pour certains, la capitulation porte aussi les germes d'une ère nouvelle, fondée sur des valeurs différentes. Et c'est dans cette perspective qu'ils prennent acte de la défaite. J'avais longtemps attendu ce moment, mais je n'avais jamais cru qu'il arriverait. Les bottes militaires qui avaient piétiné tout ce qui était beau, le pouvoir qui s'était moqué de toute raison, le militarisme qui avait étouffé toute liberté, tout cela a soudainement disparu comme un cauchemar qui s'effondrait. À ce moment-là, j'ai pensé, je vais commencer à vivre. Le 30 août 1945, le commandant en chef des forces alliées dans le Pacifique, Douglas MacArthur, arrive au Japon pour assurer la fonction de gouverneur militaire.
Ces objectifs ont été clairement définis. Établir les conditions qui garantiront avec certitude que ce pays ne redeviendra jamais plus une menace pour la paix et pour la sécurité mondiale. Conditions qui permettront son éventuelle intégration en tant que membre pacifique dans la famille des nations. Contrairement à l'Allemagne, l'occupation du Japon est confiée principalement aux seuls États-Unis, et elle est indirecte. Un gouvernement japonais est maintenu en place qui coexiste avec les autorités militaires. Basé à Tokyo et doté des pleins pouvoirs, MacArthur a pour mission de démilitariser et démocratiser le pays. Pour les États-Unis, l'ennemi devient désormais le communisme. Et dans le contexte de la guerre froide qui s'annonce avec l'Union soviétique, le Japon peut devenir un allié précieux de la politique et de la stratégie américaine. MacArthur va donc tout faire pour mettre en place une reconstruction rapide et le redéveloppement de l'économie du pays sur le modèle capitaliste. Mais le Japon qu'il découvre est dans une situation de dénuement extrême. Dans la capitale, comme après le tremblement de terre du Kanto, les sans-abri se sont rassemblés par milliers dans le parc Ueno, au pied de Takamori Saigo. Le chômage est partout. L'inflation, la pire que le Japon ait connue de toute son histoire. Le pays est exsangue et il doit encore rapatrier 6 600 000 compatriotes des territoires chinois et coréens. La pénurie est telle qu'une famine est à craindre. Les besoins sont immenses dans tous les domaines. Il faut de nouveau, de toute urgence, reconstruire des logements provisoires pour héberger les habitants de Tokyo. Face à cette gigantesque population précarisée et affaiblie, il faut rétablir des conditions d'hygiène et l'accès à des soins de première nécessité, sous peine de voir se développer des épidémies. Dans le même temps, en échange de la promesse qu'aucun membre de la famille impériale ne sera poursuivi pour crime de guerre, l'empereur est contraint à une déclaration d'humanité. Le 1er janvier 1946, au cours de ses vœux traditionnels, il répudie lui-même officiellement son statut divin et renonce à ses pouvoirs politiques. Seulement 4 mois après la capitulation, un opérateur américain a filmé ces Tokyoïtes qui accueillent cette véritable révolution et l'année qui commence dans leurs plus beaux kimonos. La même année, se tient à Tokyo le procès des dirigeants accusés d'avoir entraîné le Japon dans la guerre. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, plus connu sous le nom de procès de Tokyo, l'équivalent japonais du procès de Nuremberg. Il va durer 2 ans, et sur les 28 personnes poursuivies pour crimes de guerre, 7 seront condamnés à mort et exécutés par pendaison, dont l'ex-premier ministre Hideki Tojo. L'occupation du Japon et la coopération des autorités américaines et japonaises va se poursuivre pendant 7 ans. Et pendant toute cette période, Ginza et le centre de Tokyo vont vivre à l'heure américaine. Le célèbre Hattori Building, un des seuls bâtiments des années 30 qui a échappé au bombardement, est réquisitionné par le haut quartier général en tant que coopérative militaire. Les GI américains seront jusqu'à 460 000 dans le pays, les 2 tiers entre Tokyo et Yokohama. Plus encore qu'ailleurs dans le monde, ils vont être les ambassadeurs d'un véritable raz-de-marée culturel qui va déferler sur la société japonaise. Mais à l'apparente opulence des quartiers où sont installés les occupants, s'oppose pendant des années la réalité du reste de Tokyo. Pour assainir et redresser l'économie du pays, les Américains ont imposé une austérité drastique.
Les maigres ressources sont dirigées sur les programmes prioritaires. Les rations distribuées à la population sont insuffisantes pour survivre et une économie parallèle se développe. Le marché noir est le seul recours des Tokyoïtes. Chaque jour, des trains bondés transportent les habitants de la capitale qui doivent faire des kilomètres pour tenter d'aller chercher un peu de nourriture dans les campagnes, qu'ils troquent contre les maigres possessions qu'ils ont pu extraire des décombres, principalement des vêtements et quelques objets usuels. Des films amateurs de cette période ont récemment été retrouvés et ils présentent une image surprenante de la réaction des habitants de Tokyo à cette situation. L'homme qui a fourni ces images a accepté de les commenter. 画面の左で兄に手を引かれているのが当時2歳だった私です。私の家族は東京の下町、現在の台東区で暮らしていました。3月10日の東京大空襲で私たち一家は焼け出されました。戦後復員してきた父親と焼け跡に通うのが日課となりました。何かお金に換えられるものが残っていないか宝探しをしました。そこが僕らの遊び場でした。La caméra a capté l'impression de soulagement que ressentaient ces familles. La guerre et ses années sombres appartenaient déjà au passé. L'avenir qui se construisait sous la tutelle des ennemis d'hier était une vaste inconnue, mais compte tenu des circonstances, il ne pouvait qu'améliorer la situation. Ces images tournées en 1946 à Ueno montrent un autre symbole de renouveau, la réapparition de cette fête traditionnelle shinto après des années de guerre où elle avait été supprimée. Les habitants de Tokyo promènent dans les rues du quartier la divinité de leur temple dans un mikoshi ou palanquin divin, et celui-ci a miraculeusement survécu au bombardement. Les porteurs le font balloter de droite et de gauche pour amuser la divinité et augmenter son aura, qui va diffuser sur le parcours bonheur, prospérité et guérison. En novembre 1946, une foule de plus de 100 000 personnes se rassemble sur la place du Palais impérial pour fêter la proclamation de la nouvelle constitution japonaise en présence de l'empereur et de l'impératrice. La démocratie, avec notamment l'introduction de la liberté de la presse et du droit de vote des femmes, et le renoncement à la guerre, sont au cœur de ce texte en grande partie dicté par les Américains. Et c'est de la bouche de l'empereur lui-même que le peuple de Tokyo découvre la complète volte-face qu'il impose au pays. Afin d'appuyer la diffusion de ces valeurs totalement nouvelles pour les Japonais, un effort particulier va porter sur l'éducation. Sous l'égide de la mission d'éducation des États-Unis, les programmes et les manuels sont révisés. Les cours de morale nationaliste sont abolis et remplacés par des cours d'éducation civique qui inculquent aux élèves l'idéal égalitaire de la démocratie et la fierté d'être le seul pays à avoir le pacifisme inscrit au cœur de sa constitution. Tokyo étant la vitrine du pays, il fallait que ce changement fondamental y soit symboliquement matérialisé,
et un discret procès s'est tenu cette année-là dont ces images ont conservé la trace. Les Tokyoïtes assistent sans manifester de nostalgie à la destruction de la statue d'Hirosé. Tokyo prend acte du changement. La page est tournée. Un peu vite pour certains. La précipitation avec laquelle toute la responsabilité a été rejetée sur un très petit groupe de dirigeants a suscité de vives critiques. Beaucoup de gens disent qu'on les a trompés et entraînés dans cette guerre. Mais sans aucun doute, quel que soit le nombre de dirigeants qui aient cherché à les tromper, si personne ne s'était laissé prendre, la guerre n'aurait pas eu lieu. Tous ces citoyens qui se débarrassent ainsi de la question en disant qu'ils ont été trompés, comment savoir s'ils ne le seront pas de nouveau dans l'avenir? En fait, ils le sont sans doute déjà, par un autre jeu de mensonges. Les Tokyoïtes se sont une fois de plus lancés dans la reconstruction de leur capitale. Mais la situation reste difficile. Le traitement de choc des Américains a jugulé l'inflation, mais fait chanceler l'activité économique. Un événement va tout changer. En 1950, les États-Unis s'engagent dans la guerre de Corée et ils vont utiliser le Japon comme fournisseur et base arrière. Cette demande, qui va devenir colossale, va offrir un débouché inespéré aux industries japonaises. Le 16 avril 1951, le général Douglas MacArthur quitte le pays et une foule de Tokyoïtes accompagne son départ. 5 mois plus tard, le Japon signera le traité de San Francisco et le traité mutuel de sécurité avec les États-Unis. Les ennemis d'hier seront désormais des alliés. Et le nouveau Japon pacifique bénéficiera du parapluie nucléaire américain. Le 28 avril 1952, il recouvre officiellement son indépendance politique. Selon les nouvelles directives de leurs dirigeants, c'est en consacrant toute leur énergie au redéveloppement et à la modernisation de leur économie que les Japonais vont désormais chercher à reconquérir leur place au sein de la communauté internationale. Dix ans à peine après sa destruction, Tokyo a digéré toutes les traces de la terrible épreuve qu'elle a subie. Elle est le moteur de la reconstruction économique dans laquelle s'est lancé le pays tout entier. C'est de la gare de Ueno que toute la jeunesse du pays partait vers le front pendant la guerre. 10 ans plus tard, c'est vers elle que convergent de tout le pays des foules de jeunes gens qui apportent avec la même détermination leur force de travail à Tokyo. Surnommés les œufs d'or par les médias, ils viennent tous d'obtenir leur diplôme et débarquent par trains entiers pour venir intégrer les entreprises de la capitale et alimenter la croissance du pays. Le Japon inaugure ainsi un système de recrutement unique qu'il va pratiquer pendant les 3 décennies suivantes.
Chaque année, à date fixe, les grandes sociétés embaucheront en masse les jeunes diplômés qui demeureront le reste de leur vie active à leur service. En 1955, la population de Tokyo dépasse 8,5 millions d'habitants et elle devient la ville la plus peuplée du monde. Trois ans seulement après le départ des occupants, le Japon entre dans une phase d'expansion accélérée comme aucun pays n'en a encore jamais connu. La construction de l'édifice qui va symboliser ce nouvel essor de la capitale a débuté, la Tokyo Tower. Tour de radiodiffusion inspirée de la Tour Eiffel, elle mesure 7,60 m de plus que son modèle et répond à des normes antisismiques. C'est le plus haut bâtiment du Tokyo de cette époque et elle fait la fierté de ses habitants. Ginza a ressurgi de ses cendres et brille de tous ses feux. Ces boutiques de style occidental attirent les élégantes qui s'y promènent de nouveau. Les vagues des modes portées par l'hégémonie culturelle américaine déferlent l'une après l'autre sur Tokyo. Mais la force et la rapidité avec lesquelles ce nouveau modèle s'est imposé aux habitants créent une situation inédite. La jeunesse japonaise est en perte de repère. Le phénomène est si marquant que la télévision américaine tente de l'analyser dans un documentaire produit en 1960, Le visage changeant du Japon, nouvelle tendance. It should be noted that this rockabilly quintet, not to mention the audience, speaks practically no English. The musicians have memorized the phonetic sounds, the words, even the twang of their songs. Aping the West, clinging to the East. This is the split personality of young Japan today, the image of its changing face. Today, Japan's youth, having lost their emperor father symbol, are rebelling against many things Japanese, even their own families, traditionally sacred. Japan has been called one big broken family. Its youth feel cut off from the past, disillusioned with the present, and have no clear-cut goals for the future. L'écrivain Yukio Mishima était interviewé en tant que représentant de cette jeunesse japonaise. They're living at just present moment, and they never think about future, they never think about past, and they're always jumping and jumping from moment to moment, you see. Well, do you think they're going to find a purpose? I hope so. And it is also my program, my own program. La dépendance entretenue du Japon vis-à-vis des États-Unis nourrit un malaise persistant qui va s'exprimer la même année dans les rues de Tokyo par des manifestations contre le renouvellement du traité de sécurité signé en 1951. La violence des affrontements est à la mesure de la pression qui maintient l'apparente unanimité de la société japonaise. Un événement va cependant réussir à rassembler la population. Tokyo est choisi pour héberger les Jeux Olympiques de 1964. Ce seront les premiers à avoir lieu en Asie. Et pour assurer leur succès, la ville vitrine va se lancer dans un gigantesque programme de modernisation de ses infrastructures. Cette nouvelle métamorphose répond à un double objectif: renforcer la croissance du pays et installer durablement aux yeux du monde l'image d'un Japon pacifique, prospère et à la pointe de la modernité. Les entreprises, l'État et les collectivités locales investissent des sommes colossales dans les multiples éléments qui composent ce projet. La pièce centrale est la construction du Tokyo Metropolitan Expressway, l'autoroute urbaine de Tokyo. Pour éviter d'avoir à acquérir trop de terrain,
les concepteurs font le choix audacieux d'autoroutes aériennes qui surplombent fleuves et canaux. Une fois de plus, la ville se projette dans l'avenir sans un regard pour son passé. Les alentours du pont Nihonbashi, où subsistaient encore des bâtiments en briques rouges datant des années 10, ont été totalement modifiés par cette décision. L'autre grand symbole d'innovation technologique est la création du train à grande vitesse Shinkansen. Entièrement conçu et réalisé au Japon, il relie plusieurs fois par jour Tokyo à Osaka sur des voies construites en quasi-ligne droite qui enchaînent ponts et tunnels. Il est inauguré une semaine seulement avant le début des Jeux et n'a cessé d'être développé depuis. Dans les jours qui précèdent l'événement, la population de Tokyo est mise à contribution pour parfaire le nettoyage de la ville. Lorsqu'elle se présente aux caméras du monde entier, la capitale est totalement transformée et rivalise désormais avec les cités occidentales les plus modernes de son époque. Le 10 octobre 1964, la cérémonie d'ouverture se déroule sous un ciel d'azur au stade olympique national, celui-là même où s'était tenue la cérémonie pour la mobilisation des étudiants pendant la guerre. L'écrivaine Sonoko Sugimoto était présente aux deux événements, et ce parallèle vertigineux à seulement 20 ans d'écart lui a inspiré ses réflexions. Noyée dans l'excitation des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, je me suis sentie troublée et écrasée par ce que le passage du temps avait engendré. C'était la même jeunesse qui défilait, le même hymne national, le même drapeau japonais. Mais quelle différence de signification. Ce jour pluvieux de 1943, comment aurais-je pu oser rêver qu'un jour, dans le même stade, je verrais rassembler des jeunes gens venus de 94 pays du monde. Vers quel lendemain nous conduirons la pompe et la parade d'aujourd'hui? Nul ne peut prédire l'avenir. Mais il nous appartient à tous de faire en sorte que la beauté de ce jour se prolonge aussi demain. Ces Olympiades sont les premières à être diffusées en mondovision et elles réunissent 600 millions de spectateurs. Au Japon, 80% des foyers les suivent. Un score historique, jamais égalé depuis, qui montre l'énorme portée symbolique de ces Jeux pour les Japonais. Le pays termine à la 3e place du classement général, derrière les États-Unis et l'Union soviétique. Entre 1954 et 1973, le pays traverse une phase d'expansion économique sans équivalent dans l'histoire. Cette croissance spectaculaire est liée à la poursuite d'investissements publics massifs, mais aussi aux gigantesques commandes de l'armée américaine embourbée au Vietnam. Elle va entraîner une nouvelle vague de bouleversements dans la vie des Tokyoïtes. Il voit s'élever les tout premiers gratte-ciel de la ville. En 2 décennies, le nombre des paysans japonais dégringole et celui des salarymen explose. Et pour parvenir à loger tous ces nouveaux citadins, des cités satellites sortent de terre. Des millions de logements sont créés dans les bars de ces villes nouvelles qui poussent comme des champignons à la périphérie occidentale de Tokyo. Les petits appartements qui les composent bénéficient de tout le confort moderne et sont vécus par les habitants venus des campagnes comme un formidable progrès. Mais ce nouveau type d'habitation va entraîner un éclatement de la famille japonaise en petites unités, alors qu'elle regroupait traditionnellement 3 générations sous le même toit. En 30 ans, ces cités satellites vont gagner près de 20 millions d'habitants. Le flux de travailleurs qui chaque jour se rendent dans les quartiers du centre-ville et en repartent le soir pour rejoindre leur banlieue
va imposer la multiplication des trains et un essor exponentiel des gares dans la capitale. Tokyo va développer, et de loin, la plus grande utilisation des transports au monde. Les déplacements effectués dans la métropole tokyoïte représentent aujourd'hui quotidiennement le double de ceux de l'ensemble des États-Unis et 10 fois ceux de la région parisienne. Au cours de ces années, alimenter la croissance par une consommation frénétique devient une attitude patriotique. Les Japonais forgent une expression, Kaimono Minzoku, la civilisation des achats, pour désigner avec fierté cet intense appétit d'achat qui contribue à la prospérité économique du pays. Les phénomènes de mode prennent une importance énorme et se succèdent à un rythme soutenu. Mais tous les Japonais ne sont pas prêts à accepter les choix politiques qui accompagnent cette vision de la modernité. Le rejet de ce modèle va trouver ici une expression particulièrement virulente. Le mai des étudiants japonais sera un des plus longs et des plus violemment réprimés du monde. Il s'achève en plein cœur de la capitale en 1969, par la prise d'assaut de l'auditorium Yasuda de l'Université de Tokyo, occupé depuis un an par l'extrême gauche. À l'autre extrémité du spectre politique, l'année suivante, le nationaliste Yukio Mishima met en scène son suicide après avoir échoué à provoquer un coup d'État pour restaurer une véritable indépendance du Japon. Ce seront les dernières tentatives d'expression d'un désaccord au sein d'une société qui apparaîtra désormais entièrement focalisée sur sa réussite économique. En 1973, la crise pétrolière frappe de plein fouet le Japon, qui manque de ressources énergétiques. À Tokyo, la crainte d'une pénurie entraîne une ruée sur les produits de première nécessité. Le pays va réagir en réorientant ses productions sur l'efficacité énergétique et la miniaturisation. Il va aussi développer un vaste programme nucléaire civil. Pour alimenter la capitale en énergie, le second réacteur de la centrale de Fukushima Daiichi est mis en service en 1974. Malgré la crise, dans l'ouest de la capitale, autour de la gare de Shinjuku, où transitent chaque jour des millions d'habitants des banlieues, un nouveau centre ultramoderne voit le jour. Le plus remarquable est peut-être la vie intense qui s'est immédiatement développée dans ce nouveau décor, en même temps que la facilité déconcertante avec laquelle les habitants et usagers de ce nouveau monde vertical, tous très jeunes, tous sortis hier seulement d'un Tokyo pauvre et terre-à-terre, se sont adaptés au futurisme et au luxe de leur nouvel environnement. L'essor du Japon culmine au cours des années 80, surnommée période de la bulle économique. Le succès des industries automobiles et électroniques génère des profits astronomiques, démultipliés par la spéculation financière et immobilière. En 1989, Tokyo devient la première bourse des valeurs mondiales. À Ginza, le mètre carré atteint le prix le plus élevé de la planète. L'année suivante, le PIB du Japon est le deuxième du monde, et l'hôtel de ville de Tokyo quitte le quartier de Marunouchi pour s'installer à Shinjuku, dans le nouveau bâtiment conçu par Kenzo Tange. Le pays a accompli son projet. Tokyo remplit sa mission. Elle est devenue une ville-monde et incarne désormais aux yeux de ses anciens modèles occidentaux l'image même d'une modernité futuriste et globale. En 1991, c'est l'éclatement de la bulle financière. Le Japon redécouvre la récession et voit le chômage se développer. Il se confronte désormais au problème d'une grande nation moderne dans un monde de plus en plus globalisé. À Tokyo, l'espace manque de plus en plus, mais la ville poursuit ses mutations.
Odaiba, une île artificielle fortifiée construite sur la baie au XIXe siècle pour protéger Edo des canonnières occidentales, est réaménagée avec des espaces de loisirs très inspirés du modèle américain. Et de nouveaux gratte-ciel vertigineux s'élèvent parmi les immeubles de Marunouchi. Mais une à une, les valeurs et les promesses sur lesquelles ce Japon moderne s'est développé depuis l'après-guerre sont mises à mal par des événements dramatiques. En 1995, l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo fait 12 morts et 5500 blessés. Perpétré par une secte dont les cadres étaient tous japonais et diplômés d'universités réputées, il fait voler en éclats le mythe de la sécurité intérieure du pays. En 2008, pendant les congés de Noël, a lieu la première distribution de repas gratuits et d'hébergement pour les sans-abri, mais aussi d'aide pour les intérimaires sans emploi de la capitale. Les habitants qui, depuis l'adoption de la démocratie, s'imaginaient comme une vaste classe moyenne égalitaire, constatent soudain les écarts dramatiques creusés par le néolibéralisme. Enfin, en 2011, le tremblement de terre du Tohoku et l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima entraînent une profonde remise en question du modèle de développement technologique et une grave crise de confiance envers les autorités. Quelle que soit l'issue du désastre que nous sommes en train de connaître, et avec tout le respect que j'éprouve pour les efforts humains déployés pour l'enrayer, sa signification ne prête à aucune ambiguïté. L'histoire du Japon est entrée dans une nouvelle phase. Pour la première fois depuis les années 70, des manifestations sont organisées à Tokyo. D'abord contre le nucléaire et le redémarrage des centrales après l'accident, puis peu à peu elles s'étendent à d'autres grands sujets de société. Un des plus sensibles étant la volonté du gouvernement de modifier l'article 9 de la Constitution de 1945, qui a fait du pacifisme une valeur fondamentale du Japon moderne et la fierté de ses habitants. En 2012, un nouveau symbole est inauguré, la Tokyo Skytree, deuxième plus haute construction du monde. Et en 2013, la ville remporte l'organisation des Jeux Olympiques de 2020. Mais dans ce nouveau contexte, l'enthousiasme des Tokyoïtes est loin d'approcher celui de 1964. Tokyo a surmonté les épreuves et digéré l'influence de tous ces modèles pour donner naissance à une forme de modernité unique au monde. Mais aujourd'hui, une partie de ses habitants en vient à questionner la pertinence de cette course en avant. Le pays tout entier se confronte au problème du vieillissement de sa population, et des notions mises de côté pendant plus d'un siècle au nom de l'effort collectif reviennent au centre des préoccupations. Rapport à l'environnement, qualité de vie, épanouissement individuel, harmonie. Aucun modèle occidental n'apporte vraiment de solution à ces questions. Et Tokyo, qui est né de l'élan du Japon vers la modernité, s'interroge sur le sens qu'il convient aujourd'hui de donner à cette idée.